Salut à tous. En Iran, les appels se multiplient pour intensifier les combats et briser le blocus américain. Parallèlement, une tempête se prépare aux États-Unis car l'Iran menace la vie de Melania Trump. Une vidéo publiée en Iran contient une incitation exceptionnelle à s'en prendre à la première dame des États-Unis d'Amérique. Les gardiens de la Révolution profèrent une menace inhabituelle et appellent des individus non identifiés à s'en prendre à l'épouse du président américain Donald Trump. Apparemment, la diplomatie dispose désormais d'un service chargé de menacer les familles, une innovation que personne n'avait demandée. La question centrale consiste à savoir si les événements nous conduisent vers le renouvellement du protocole d'entente ou vers la reprise de la guerre. Le cadre envisagé pour la réouverture du détroit d'Ormuz a maintenant été dévoilé. Les négociations et l'accalmie soudaine ont fait baisser les prix du pétrole qui ont chuté de plus de 8%, atteignant leur plus bas niveau depuis plus d'une semaine. Mais pendant que le monde surveille Ormuz, l'Iran érige une potence sur la place des manifestants à Téhéran et amorce une vague d'exécutions visant toute personne opposée à ce régime. Rien ne crée mieux une atmosphère constructive que du pétrole moins cher à l'étranger et des échafaudages à domicile. Les missiles iraniens Khaybar-Shekhan sont particulièrement dangereux et leur capacité inquiète non seulement le Moyen-Orient mais aussi l'Europe. Poutine fait également l'éloge de la flotte de moustiques iranienne, ce qui soulève plusieurs questions. La Russie soutient-elle Téhéran? La guerre est-elle beaucoup plus vaste qu'elle n'en a l'air? Et pourquoi Zelensky a-t-il ouvert un deuxième front contre l'Iran? Le moustique peut être petit, mais dans la stratégie moderne, il arrive apparemment accompagné de missiles, de sous-marins et d'excellentes relations publiques. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a atterri à Washington avant sa rencontre avec Trump. Le Premier ministre rencontrera le président des États-Unis à la Maison-Blanche, puis assistera aux funérailles du sénateur Lindsey Graham. Parallèlement, les Émirats et Israël se rapprochent. Les accords d'Abraham ont été mis à l'épreuve sous le feu et les résultats ont surpris les Émirats. Dans cette région, même les accords diplomatiques doivent désormais passer un contrôle de qualité sous des tirs réels. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou est arrivé à Washington et devrait présenter au président Trump des renseignements indiquant que l'Iran installe des centrifugeuses dans le complexe du mont Pikak pendant le cessez-le-feu avec les États-Unis d'Amérique. Un haut responsable israélien a déclaré que ces renseignements seraient présentés afin de démontrer que les Iraniens ne sont pas sincères dans leurs intentions pendant les négociations avec Washington. Un cessez-le-feu peut donc aussi servir d'heure de bureau pour installer des centrifugeuses. Selon les renseignements disponibles, la délégation israélienne présentera des preuves matérielles de nouveaux développements dans le programme nucléaire iranien. On estime que l'Iran a récemment transféré des milliers de centrifugeuses vers le site nucléaire secret du mont Pikak, près de Natanz. Le Premier ministre devrait présenter à Trump des renseignements appuyant cette évaluation. Le site est secret, naturellement, à l'exception des milliers de centrifugeuses qui s'y dirigeraient. De plus, Netanyahou entend informer Trump d'une série de développements concernant les accords de cessez-le-feu à Gaza et au Liban, deux zones où des organisations terroristes agissent sous la direction de l'Iran. De son côté, Trump a fait une déclaration sans équivoque, selon laquelle les États-Unis ne permettront pas à des fous de posséder des armes nucléaires, même s'il a suspendu les frappes contre l'Iran afin d'accorder une nouvelle chance aux négociations sur la réouverture du détroit d'Ormuz et sur la conclusion d'un éventuel accord nucléaire. Le message est sans équivoque, l'échéancier, comme toujours, est entré en négociation. Trump a ensuite averti que, en cas d'échec des pourparlers, les États-Unis reprendraient une action militaire plus puissante. Les négociations actuelles visent à élaborer un nouvel accord qui permettrait la réouverture du détroit d'Ormuz et la reprise des discussions sur un accord nucléaire global. La diplomatie se voit offrir une chaise, tandis que les bombardiers restent poliment stationnés à l'extérieur. Les discussions se déroulent principalement entre l'Iran et Oman, mais le Qatar, le Pakistan, l'Égypte, l'envoyé spécial de Trump, Steve Witkoff, ainsi que Jared Kushner y participent également activement. Trump a décidé vendredi d'arrêter les frappes aériennes après 2 semaines de tirs continus contre des cibles iraniennes situées le long de la côte sud et dans la région du détroit d'Ormuz. Cette décision a été prise même si ses principaux conseillers et les responsables militaires lui avaient déjà présenté un nouveau plan de frappe pour cette même journée.
Peu de tables de négociation réunissent autant de médiateurs, tout en ayant déjà un plan de frappe imprimé. Donald Trump s'est montré optimiste quant aux perspectives de négociation avec l'Iran, alors que les deux parties entamaient une 3e journée consécutive sans opération militaire directe l'une contre l'autre. Il a toutefois confirmé que Washington reprendrait ses opérations militaires en cas d'échec des efforts diplomatiques. 3 jours de calme suffisent maintenant à justifier l'optimisme, ce qui en dit davantage sur le point de départ que sur la percée. La principale raison de sa décision de suspendre la pression militaire contre l'Iran était une demande directe des pays médiateurs et des dirigeants du Moyen-Orient qui lui avaient demandé d'accorder une nouvelle fenêtre aux efforts diplomatiques. Toutes les personnes participant au contact avec l'Iran lui ont demandé de ne pas tirer. Trump estime que les dirigeants de Téhéran souhaitent maintenant sincèrement parvenir à un accord. Il soutient également que cette tentative ne comporte aucun risque stratégique et souligne que depuis la suspension des frappes, les prix du pétrole ont baissé et les marchés ont progressé. Lorsque les marchés montent, la sincérité devient soudainement beaucoup plus facile à détecter. De son côté, l'Iran a affirmé ne pas avoir repris les négociations directes avec les États-Unis et a souligné qu'il prendrait ses propres décisions concernant la protection de ses intérêts nationaux. Depuis la fin de semaine, l'Iran et Oman mènent des discussions intensives afin d'élaborer une entente temporaire qui permettrait la réouverture de cette route maritime stratégique dans le Golfe. Les simples informations faisant état de ces discussions ont déjà fait baisser les prix mondiaux du carburant et du pétrole. Les négociations ne sont apparemment pas directes, elles sont seulement intensives, importantes et capables de faire bouger les marchés mondiaux. À l'intérieur de l'Iran, la possibilité d'une reprise des manifestations contre les gardiens de la révolution devient également de plus en plus importante. Quelques heures avant l'exécution de 2 participants aux manifestations contre le régime, des civils et des proches de condamnés à mort se sont rassemblés sur la place Ali Khani à Ispahan et ont affronté les forces de sécurité. D'importantes forces ont été déployées dans le secteur et des perturbations d'Internet ont été signalées. Lorsque les arguments deviennent gênants, la connexion devient mystérieusement instable. Peu après, les autorités ont annoncé que les condamnations avaient été exécutées et que d'autres jeunes avaient été arrêtés pendant les manifestations contre les exécutions. Ils seront poursuivis pour avoir résisté au régime. La machine judiciaire semble remarquablement efficace chaque fois que la dissidence se retrouve au banc des accusés. À la suite de la vague de publications du président américain Donald Trump, qui comprenait de nombreuses images générées par intelligence artificielle ridiculisant l'Iran, une vidéo d'incitation exceptionnelle visant Melania Trump a été publiée en Iran. Cette vidéo menaçante a été diffusée par l'agence de presse iranienne affiliée au régime, même si une menace contre Barron, le fils de Trump, apparaît également à la fin de cette vidéo, l'épouse du président américain en demeure la cible centrale. Le narrateur encourage directement les partisans du régime islamique à s'en prendre à elle, tandis que la vidéo présente des images d'elle dans différents endroits. Le message est clair. L'Iran tente d'intégrer la famille Trump elle-même à sa campagne d'intimidation. L'échange de propagande a manifestement conclu que les politiques étaient trop abstraites et qu'il fallait maintenant enrôler les proches dans le spectacle. En Israël, l'appareil de défense s'inquiète de la série de lancements de drones en direction du pays au cours des derniers jours. Tôt ce matin, l'armée de l'air israélienne a intercepté un drone dans le sud de la région de la mer Morte. L'interception a été effectuée dans l'espace aérien jordanien et des débris du drone sont tombés dans la mer Morte. Hier, l'armée de l'air a intercepté 2 drones dans le même secteur. Dans chaque cas, le système Dôme de fer a intercepté et détruit les drones détectés. Il y a une semaine, les troupes de défense aérienne avaient repéré un drone lancé depuis l'est et se dirigeant vers la région du Mont Hermon. Les drones arrivent sans invitation, sans plan de vol et sans même avoir la courtoisie d'utiliser 2 fois le même itinéraire. Les drones volent à basse altitude et leurs opérateurs choisissent des trajectoires dissimulées dans les oueds et les chenaux de rivière. Cela complique la défense contre ces attaques et les rend extrêmement difficiles à suivre. La géographie, une fois encore, a refusé de collaborer avec la présentation radar
Un effort de renseignement est donc maintenant en cours pour localiser les zones de lancement des drones tirés au cours des dernières 24 heures. Il s'agit d'un effort de renseignement et de technologie qui comprend notamment une tentative d'utilisation de systèmes satellitaires. Les forces de défense israéliennes comprennent que tous les drones lancés étaient de fabrication iranienne et qu'ils étaient équipés d'ogives. Pendant ce temps, au Yémen, le front houthi s'intensifie et de nouvelles attaques menacent les réserves pétrolières. Les Houthis ont déclaré leur engagement envers l'Iran et les terroristes houthis tentent d'appliquer la stratégie iranienne d'Ormuz dans le détroit de Bab el-Mandeb en perturbant la navigation dans la mer Rouge. Un seul point d'étranglement stratégique ne suffisait manifestement pas. La suite en exigeait un autre. Un porte-parole des forces armées yéménites a averti que les attaques contre les navires commerciaux dans la mer Rouge se poursuivraient, affirmant qu'elles étaient menées pour défendre la liberté internationale de navigation et en même temps dans le cadre d'une logique de blocus, en échange d'un blocus. Dans le cadre de cette logique, le porte-parole militaire houthi a annoncé des attaques contre des points sensibles situés le long de la route d'approvisionnement en pétrole brut depuis l'est de l'Arabie saoudite. Défendre la liberté de navigation en attaquant la navigation relève d'une logique qui mériterait sa propre chaire de philosophie maritime. Avant l'aube, un drone armé s'est approché d'Israël à basse altitude en passant par la région de la frontière jordanienne. L'armée de l'air israélienne l'a intercepté avant qu'il ne pénètre sur le territoire israélien et aucune sirène n'a été déclenchée. Il s'agissait de la troisième interception de ce genre en environ 24 heures après que 2 autres drones eurent été arrêtés dans le même secteur la veille. L'absence de sirène ne doit pas être confondue avec l'absence de danger. Le silence peut lui aussi être lourdement armé. L'identité de ceux qui lancent ces appareils et la raison pour laquelle ils apparaissent le long de l'une des voies aériennes les moins attendues vers Israël font toujours l'objet d'une enquête. Israël n'a pas publiquement identifié les sites de lancement. La Jordanie a toutefois déclaré que 2 drones interceptés lundi étaient entrés depuis le territoire iranien. Les responsables militaires israéliens estiment que les appareils détectés près de la mer Morte étaient de fabrication iranienne, transportaient des ogives explosives et suivaient des trajectoires conçues pour réduire leur exposition au radar. Les petits drones peuvent rester sous le champ de certains capteurs à longue portée en suivant les oueds, les lits de rivières asséchés et les replis du terrain. Leurs opérateurs peuvent changer de direction près de la frontière et obliger plusieurs pays à décider en quelques minutes lequel doit procéder à l'interception. Les équipes israéliennes combinent les données radar, les images satellitaires, l'analyse des débris et les signatures électroniques afin de reconstruire les trajectoires en sens inverse jusqu'aux zones de lancement. La défense aérienne moderne comprend maintenant ce charmant jeu régional qui consiste à déterminer à qui appartient le problème de l'ogive en approche. La réussite de ces interceptions révèle néanmoins le danger de la pause actuelle. L'Iran n'a pas besoin d'un important barrage de missiles pour tester les défenses régionales. Quelques drones volant à basse altitude peuvent examiner les failles de détection, mesurer les temps de réaction et maintenir Israël et la Jordanie en état d'alerte élevé sans mettre officiellement fin à la diplomatie. Pourquoi déclarer la fin des négociations lorsqu'il est possible de vérifier discrètement les défenses pendant qu'elles se poursuivent ? À l'intérieur de l'Iran, les nuits calmes ont déclenché une autre bataille. Les voix les plus radicales exigent que les gardiens de la révolution intensifient les attaques et brisent le blocus naval américain. Elles soutiennent que Washington a interrompu ses opérations parce que ses stocks défensifs et ses lignes d'approvisionnement sont sous pression. Les responsables plus pragmatiques avertissent qu'une nouvelle phase de combat aggraverait les pénuries de carburant, l'inflation, l'instabilité monétaire et la perturbation des services essentiels. Ce désaccord détermine si un ordre sera donné pour lancer un autre drone, menacer un autre navire ou autoriser une frappe depuis le Yémen ou l'Irak. Le débat interne oppose donc ceux qui veulent démontrer leur puissance à l'étranger à ceux qui cherchent à savoir si les lumières fonctionnent encore au pays. Les partisans de la ligne dure considèrent chaque nuit calme comme du temps permettant aux États-Unis de recharger leurs moyens. Leurs rivaux y voient une nouvelle occasion d'empêcher une crise économique que le régime pourrait avoir du mal à maîtriser. Les responsables américains estiment de plus en plus que la pression financière pourrait faire plus de dégâts qu'une nouvelle vague isolée de bombardements. Les évaluations du renseignement font état de pénurie d'essence, d'inquiétudes concernant les retraits bancaires et de difficultés à financer les combattants et les groupes armés régionaux.
Washington a élargi les sanctions visant le commerce pétrolier iranien, les systèmes financiers, les réseaux maritimes et les achats militaires. Les négociateurs iraniens cherchent à obtenir un accès à des fonds et un allègement des restrictions, et non seulement la fin des frappes aériennes. Même la posture révolutionnaire finit par rencontrer le problème profondément contre-révolutionnaire des factures impayées. Pourtant, la répression se poursuit pendant les négociations. Avant l'aube, à Ispahan, les autorités ont exécuté Abdul Fazi Safi Babani et Amir Rushin Safri Husseini en lien avec les manifestations de janvier. Des foules se sont rassemblées près de la place Ali Khani après l'installation d'une structure métallique. Les forces de sécurité les ont dispersées et ont restreint l'accès à Internet avant l'exécution des condamnations. Le pouvoir judiciaire iranien soutient que les hommes ont participé à des attaques qui ont tué 4 membres des forces de sécurité, tandis que des enquêteurs en droit de la personne ont décrit des procédures fermées, des aveux contestés et une évaluation insuffisante de la responsabilité individuelle. 2 autres accusés ont été exécutés le 19 juillet, laissant 8 autres hommes sous le coup d'une condamnation à mort. Les portes du tribunal sont peu être fermées, mais les potences demeurent remarquablement publiques. La diplomatie à l'étranger n'apporte aucune retenue à l'intérieur du pays. La campagne de propagande se déroule en parallèle. Un média affilié au régime a publié une vidéo encourageant une attaque contre la première dame Melania Trump et menaçant Barron, le fils du président âgé de 20 ans. La vidéo présentait de prétendues vulnérabilités dans son dispositif de sécurité. Ces affirmations ne sont pas vérifiées, mais son objectif politique est clair. Intimider la famille du président pendant que les responsables qualifient les négociations d'amicales. Il s'agit d'une forme curieuse d'amitié qui s'apprécie mieux derrière une vitre blindée. La menace militaire au cœur de cette confrontation est le missile balistique Khaybar-Shekan. Il s'agit d'une arme mobile sur route, à carburant solide, dont la portée annoncée est d'environ 1450 km, soit 900 000. Il peut rester prêt, être déplacé sur des véhicules de transport et de lancement, puis être tiré avec moins de préparation que les anciens systèmes à carburant liquide. Cela réduit le temps disponible pour repérer et détruire cette arme. Les équipages iraniens modifient la manière dont les missiles sont lancés. Les attaques récentes utilisent différentes trajectoires, vitesses et manœuvres terminales afin de compliquer l'interception. Certaines variantes seraient équipées d'une section avant manœuvrable, capable d'ajuster la trajectoire pendant la descente. Le missile ne se contente pas de se déplacer, il improvise, ce qui n'est prévenant que pour le fabricant. Les défenses alliées ont arrêté la plupart des tirs, mais les responsables reconnaissent que certains missiles ont franchi les défenses. L'arme est mobile. Elle est relativement peu coûteuse. Elle est suffisamment précise pour frapper des cibles militaires et coûte cher à neutraliser au moyen de missiles intercepteurs. Elle est donc moins coûteuse à déployer qu'à détruire. L'économie du système est élégamment perverse. L'arme la moins chère envoie la facture aux défenseurs. Sa portée couvre Israël, les capitales du Golfe et les bases américaines. L'Europe surveille également la prochaine étape. Des personnalités iraniennes discutent de la possibilité d'abandonner la limite volontaire de 2000 km imposée par le pays après la frappe ukrainienne dans la mer Caspienne. L'ouest d'Ukraine se trouve à environ 1800 km du nord-ouest de l'Iran, tandis que le Khorramshahr 4 aurait une portée supérieure à 2000 km. La confrontation en mer Caspienne n'est plus une histoire secondaire. Une limite volontaire est rassurante jusqu'au moment où celui qui l'a imposée commence à discuter de sa mise à la retraite. L'Ukraine affirme que des drones à longue portée ont frappé des navires participant au transfert de cargaisons militaires entre la Russie et l'Iran, ainsi qu'un navire de guerre russe. L'Iran affirme qu'un navire commercial iranien a été touché, tuant un marin et en blessant un autre. L'Iran a convoqué le représentant ukrainien et menacé d'exercer des représailles. Le président Vladimir Zelensky soutient que l'Iran est entré dans la guerre il y a plusieurs années en soutenant la Russie et en lui fournissant des drones ainsi que des technologies de production. Téhéran accuse Kiev d'agir pour le compte d'Israël. Les navires circulant entre les ports iraniens et le réseau russe de la mer Caspienne peuvent transporter du matériel militaire en échappant aux inspections terrestres habituelles. L'Ukraine considère maintenant cette route comme une composante du système d'approvisionnement militaire russe.
la mer Caspienne a découvert que le fait d'être enclavée ne la protège pas contre sa transformation en front international. La Russie étudie également les méthodes navales iraniennes. Le président Vladimir Poutine a fait l'éloge de la soi-disant flotte de moustiques iranienne qu'il présente comme un exemple de la manière dont de petits navires équipés d'armes modernes peuvent influencer un conflit majeur. Cette flotte compterait environ 20 sous-marins et des milliers de vedettes rapides lance-missiles ou d'assaut, dont certaines seraient dissimulées dans des tunnels côtiers. Ces navires ne sont pas conçus pour vaincre un groupe aéronaval américain dans une bataille traditionnelle. Les vedettes rapides, les mines, les missiles anti-navires, les drones et les petits sous-marins créent de l'incertitude dans les eaux étroites. Ils obligent les navires de guerre à se défendre dans plusieurs directions et amènent les capitaines de navires commerciaux à se demander si le voyage vaut le risque. L'objectif n'est pas de vaincre le géant, mais simplement de s'assurer qu'il ne profite jamais d'une nuit paisible. Les éloges de Poutine ne prouvent pas que la Russie a directement l'intention d'aider l'Iran, mais ils montrent que Moscou considère le modèle asymétrique iranien comme utile. Le même modèle est visible au Yémen. Les forces houthis appliquent la stratégie iranienne d'Ormuz à Bab el-Mandeb en menaçant les infrastructures pétrolières saoudiennes et le trafic maritime. Cela permet au réseau de Téhéran d'exercer une pression sur 2 corridors énergétiques pendant que les forces iraniennes et américaines évitent les frappes directes. Chaque drone intercepté près de la Jordanie doit donc être examiné comme un élément d'un système plus vaste. Le réseau est suffisamment décentralisé pour permettre le déni et suffisamment coordonné pour provoquer des désagréments. Les Émirats arabes unis ont tiré leur propre leçon. Les accords d'Abraham ont assuré une sécurité concrète pendant cette guerre. Israël a déployé des systèmes d'hommes de fer et du personnel afin de contribuer à la protection des Émiratis, ses voisins arabes. Des rapports ont également fait état d'un soutien aux moyens de systèmes de défense laser, même si la configuration exacte n'a pas été publiquement confirmée. Les Émirats arabes unis ont fait face à près de 3000 missiles et drones iraniens et se sont appuyés sur des capacités américaines, israéliennes, sud-coréennes, ukrainiennes, britanniques et françaises. Rien ne renforce davantage un nouveau partenariat que plusieurs milliers d'objets en approche. Abu Dhabi élargit sa coopération en matière de défense avec Israël et les États-Unis. Tout en rétablissant les échanges commerciaux et les vols avec l'Iran, l'Émirat renforce également ses pipelines, ses centres de données, ses réserves alimentaires et ses ports, tout en accélérant les projets à Fujairah qui contournent Hormuz. C'est pas de la confiance. C'est une préparation destinée à dissuader Téhéran, à commercer avec lui et à survivre à une nouvelle confrontation. Dans le langage diplomatique, cela s'appelle de l'engagement. Dans le langage de l'architecture, cela s'appelle du béton armé. À Washington, le Premier ministre Benjamin Netanyahou regroupe ces différents fronts dans une seule discussion stratégique. Les renseignements concernant les centrifugeuses du mont Pikak restent au centre des échanges, mais la rencontre porte aussi sur la reconstruction des capacités balistiques de l'Iran. Les accords d'Abraham, les ambitions nucléaires civiles de l'Arabie saoudite, la proposition de vente d'avions F-35 à la Turquie et le Liban. L'ordre du jour d'une seule réunion semble maintenant nécessiter son propre dispositif de défense aérienne. Les équipes israéliennes et libanaises reprendront les discussions à Rome du 4 au 6 août sur les zones pilotes, les différents frontaliers et le désarmement du Hezbollah. Hormuz demeure le test économique. Moins de 10 navires transportant des marchandises ont traversé quotidiennement le détroit pendant la fin de semaine, même après l'arrêt des frappes. Le coût de l'assurance contre les risques de guerre a augmenté pour atteindre entre 5% et 10% de la valeur de la coque d'un navire, comparativement à environ 1% à 3% pendant les périodes plus calmes. Les marchés de l'assurance sont célèbres pour leur absence d'émotion, ce qui explique pourquoi leur panique se présente proprement sous la forme d'un pourcentage. Les prix du pétrole et la hausse des espoirs diplomatiques réduisent les coûts pour le moment, mais si les combats reprennent, les coûts augmenteront de nouveau. La pause a créé 2 courses. Les diplomates tentent de conclure un accord avant que les réseaux militaires iraniens ne produisent une nouvelle attaque, tandis que les gardiens de la révolution cherchent à prouver que la pression ne les a pas affaiblis. Un camp se dépêche de rédiger des clauses, l'autre se dépêche de créer des faits avant que l'encre ne sèche.
La question décisive est de savoir quel camp agira en premier lorsqu'un autre drone non identifié apparaîtra, qu'un navire changera de cap ou qu'un équipage de missiles recevra son ordre de lancement. Et, comme toujours, la réponse pourrait arriver avant le communiqué officiel expliquant que personne ne l'avait voulu. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Plume Pratique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.